Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour le remake des lectures holistiques sur la gamme de True 20. Je l'avais fait à une époque pour les lectures holistiques où, bon, je l'avais pas bâclé, mais je l'avais fait à une époque où je n'étais pas forcément assez confortable, je trouvais, pour l'époque. Mais pourtant, j'ai regardé les vidéos récemment, je me suis dit que c'était pas mal. Mais le truc le plus intéressant, je pense, c'est que je vais parler de ça après toutes les années, après que, on va dire, le bagage holistique est quand même assez fort, le bagage culturel aussi. Donc je m'étais dit que c'était bien de refaire tout ça. Donc de temps en temps, entre quelques lectures holistiques, on va dire, qui étaient prévues, vous allez voir des lectures holistiques sur celle de True 20. Donc True 20, qu'est-ce que c'est True 20? C'est un système générique qui a été créé en tant que fer de lance au départ. En tout cas, il n'était pas censé être un fer de lance pour Green Ronin, qui est la maison d'édition, mais qui était devenu un fer de lance par la suite, et dont, en fait, le remplacement qu'on appelle le système Age maintenant, n'est pas forcément un successeur, on va dire, équivalent. C'est quelque chose qu'on va explorer, puisque dans cette lecture holistique-là, on va pas vraiment parler des trucs techniques, mais on va plutôt parler de, après toutes ces années, en quoi, en fait, True 20, après avoir accumulé de l'expérience, qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Donc, système générique qui permet de simuler pas mal de gens fictifs, et aussi qui, de base, en fait, est un système qu'on pourrait dire simili 3.5, c'est-à-dire dans la veine de la 3.5 des systèmes des 20, mais avec certaines modifications, comme par exemple, pas de système de vie, ce qui fait que c'est une énorme qualité, je trouve, mais qui utilise un système de ce qu'on appelle des degrés d'échec. C'est-à-dire que c'est un peu comme les wargames. Pour ceux qui connaissent Age of Sigmar, qui connaissent Warhammer, vous connaissez très bien, c'est vous faites un jet pour blesser, la personne fait un jet pour savoir, enfin, vous faites un jet pour toucher, la personne fait un jet pour savoir s'il a été blessé. Simple, net, efficace. Il est même dans la même veine que Mutant and Masterminds, qui utilise à peu près la même architecture, sauf qu'il utilise en fait une approche qui diffère sur ce qu'on appelle le degré d'échec, où en fait normalement pour True 20, il y a deux barres, appelez ça comme vous voulez, d'échelle, qui est les blessures légères et les blessures graves, tout en sachant que quand tu prends le premier degré d'échec, même si tu prends plusieurs degrés d'échec d'un coup, le premier degré d'échec est toujours sur les blessures légères. Je trouve que avoir fait des choses comme ça, c'est pas mal parce que ça permet d'augmenter la durabilité du personnage tout en n'ayant pas forcément des combats aussi expéditifs. La différence d'un degré d'échec pour True 20 le rend différent, enfin pas le rend différent, mais le rend légèrement différent de Mutant and Masterminds. Mais Mutant and Masterminds fait différemment parce qu'il y a aussi un système de plusieurs degrés d'échec, mais il y a aussi le système des conditions qui s'accumulent, c'est-à-dire que il y a des conditions qui peuvent se cumuler, qui peuvent fusionner ensemble et donner une nouvelle condition. Et quand tu as 4 degrés vis-à-vis de pouvoir, ça peut mener à un état vraiment particulier et qui n'est pas facilement accessible. Par exemple, les personnages dans Mutant Masterminds, ils sont, si tu as un pouvoir psychique, tu peux altérer la concentration du personnage, donc il peut avoir moins d'action, puis restreint, puis ensuite, en fait, il va faire une action qui ne contrôle pas vraiment, et ensuite, il sera peut-être dans une condition où la personne qui l'a ciblé va totalement le contrôler. Donc, à ce niveau-là, c'est la différence fondamentale entre les deux. Mais en tout cas, True 20 propose de faire de la fantasy, de la science-fiction, du contemporain, de l'horreur, quoi d'autre? Est-ce que j'en aurais pas oublié? À peu près tout, hein. À vrai dire, il peut même faire du super-héros, mais Mutant and Masterminds est bien mieux calibré que ça. Alors, au niveau du système et de son approche de la conception de personnages, c'est plutôt pas mal, puisque en fait, il y a trois, ce qu'on appelle rôles,
Et ça serait pas une bêtise de dire que ça ressemble à une classe, mais il faut pas se faire avoir non plus, puisqu'en fait, c'est plutôt trois grandes trinités qui vont être très utiles et qui sont exploitables dès le début. C'est, vous avez le guerrier spécialiste des arts martiaux, l'adepte spécialiste des arts mystiques, et ensuite, vous avez l'expert qui est le Jack of all trades, le personnage social. Le Jack of all trades, ça veut dire celui qui est plutôt habile avec ses compétences, ou la personne plus ou moins furtive. Voilà. Alors justement, je me rappelle à une époque, je me disais, est-ce que avoir seulement trois rôles comme ça était suffisant? Moi, je me souviens, c'était une vidéo il y a très longtemps, et François Letteur disait que ouais, mais en fait, avec l'expert, il y a aussi la latitude, donc les personnages ne vont pas se ressembler, même les guerriers ne se ressemblent pas entre eux, les adeptes ne se ressemblent pas entre eux, et les experts, c'est encore pire, c'est ultra personnalisé. Le livre de rôle, le livre de classe, le montre assez bien vis-à-vis des propositions. Mais pourtant, dans Age seconde édition Fantasy, ça a fait que ils ont rajouté une nouvelle classe qui est une espèce de combattant social qu'on appelle l'Envoy. Donc voilà, tout autant dire que voilà, c'est plutôt bien posé. Il faut savoir aussi que le livre n'existe plus en version de base pour le livre cœur, mais il existe dans une version révisée qui rajoute ce livre qu'on appelle le livre du compagnon. Donc si vous voulez prendre le livre du compagnon, vous pouvez, mais les deux sont combinés ensemble et à raison puisque le livre du compagnon est assez généreux. Voilà. Si vous connaissez la 3.5, vous connaissez à peu près comment ça fonctionne. Le système de vie, c'est ce qui va altérer les choses. Et je dirais aussi que c'était ce genre de jeu qui, comme bien d'autres systèmes d'Eva à son époque, puisque c'est allé aux alentours de 2005, il va permettre en fait de dire, dans les systèmes d'Eva, il y a une caractéristique et il y a son modificateur. Ce qui compte souvent, ce qui est calculé souvent, c'est le modificateur. On vire la caractéristique, on garde le modificateur. Le modificateur, c'est la caractéristique. Après, pour la gestion des progrès des points de caractéristique, que je prends en compte le tout, hein, c'est-à-dire les personnages, le bestiaire et aussi une échelle de performance, ben, je trouve que c'est plutôt assez, c'est assez bon et que si tu viens utiliser une adaptation de créatures qui existent en tant que ressources dans d'autres livres du système des vins, c'est facile de les convertir. C'est juste qu'il faut se dire que par exemple à partir de 6 points dans une caractéristique, de 6 à 8, voire même 6 à 9, tu considères que 2 points que tu aurais mis en modificateur, ça compterait pour 1 à la place. Voilà. Et ça permet de régler facilement les choses. Voilà. Bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Ben, en matière de compréhension des règles, c'est plutôt facile. Compréhension des règles autant côté meneur que côté joueur. Et ce qui m'a permis en fait de bien jauger l'échelle des caractéristiques et d'amener à la conclusion que je vous ai donnée à l'instant là, c'était que j'ai lu à l'époque True 20 et j'avais pas trop compris certaines notions. J'ai lu Mutant Masterminds et Mutant Masterminds te donne une idée des échelles que en caractéristiques à quoi ça équivaut. Par exemple, on part du principe que 0, ça veut dire que tu es un être humain normalement constitué sans traits, sans éléments distinctifs. À 5, tu es une des personnes à un niveau mondial dans la performance que tu exécutes. Et au-dessus, on commence à être à un niveau où on est vraiment très très engagé, on est un génie en la matière, et voire même qu'on commence à sortir un peu des sentiers battus, et on commence à basculer sur le surnaturel, voire même le super héroïque. C'est pour ça que je trouve que l'image, je vais vous l'afficher, l'image d'échelle de puissance de Mutant Masterminds est très bon pour savoir en fait pourquoi justement il faut mieux pas mettre des caractéristiques aussi élevées. La table des difficultés est identique aussi, donc ça va plutôt bien là-dessus. La compréhension du personnage côté meneur, côté joueur et aussi côté créature est plutôt facile à appréhender. Et même la progression par niveau des personnages se fait dans des termes qui sont assez faciles. En gros, vous avez votre personnage, les personnages au début,
qu'est-ce qu'ils ont en tant que rôle. Un rôle te donne quoi? Un rôle te dit quelles sont les caractéristiques qui sont souhaitées qu'ils aient. Ensuite, les caractéristiques, vous les connaissez, hein, c'est les 6 classiques, hein, c'est-à-dire force, constitution, dextérité, intelligence, sagesse, charisme. Ensuite, on vous dit, voici votre, en tant que rôle, vous avez telle progression dans les compétences, c'est-à-dire qu'on vous donne des compétences au départ et à un certain score. Et quand vous allez monter, on va vous dire, vous allez avoir cette quantité de points-là en points de compétences que vous allez donner dans les compétences que vous avez déjà ou mettre des compétences nouvelles si vous en avez envie. Après, il y a ce qu'on appelle une habilité cœur. Une habilité cœur, c'est une capacité spéciale qui s'utilise en échange de points de conviction, qui sont des points spéciaux qui donnent certaines habilités. Les rôles de base qui sont donnés, c'est-à-dire le guerrier, l'adepte et l'expert, ben, en soi, ils ont des capacités qui sont très intéressantes de base comme habilité cœur. Le guerrier, il enlève la fatigue. C'est très très fort, c'est très très fort, puisque la ressource commune de tous les personnages, c'est la fatigue. J'expliquerai ça tout à l'heure. Ensuite, l'expert, c'est de monter jusqu'à, je crois, tu peux prendre 20 points de compétence dans une compétence que tu possèdes ou que tu ne possèdes pas. Voilà, ce qui fait que c'est plutôt pas mal, en sachant qu'il te donne les points en question. Et ça jusqu'à la fin de la scène, ce qui est énorme. Et l'adepte a un truc équivalent, c'est-à-dire que tu peux utiliser un pouvoir que tu ne possèdes pas en temps normal pendant la durée de la scène. Donc, on a déjà des rôles bien définis qui ont des fonctions plutôt pas mal. Et je crois que c'est un des systèmes des 20 où je trouve qui est le plus intéressant parce que, en fait, dans le système qu'on voit, les Pathfinder, les Donjons et Dragons, on te parle toujours en termes de classe martiale, classe hybride, classe magique, mais ça, je trouve que ça change un petit peu dans cette perspective où tu as la personne qui utilise des pouvoirs, tu as l'autre qui est bien engagé sur des compétences et qui possède en fait des choses pas mal efficaces, et tu as aussi le combattant martial qui, de par ses feats et de par ses capacités, utilise aussi une ressource que vous allez vite comprendre et qui est liée à la fatigue, et que c'est une ressource commune. Et aux matières de progression, c'est tempéré par quoi? C'est tempéré tout simplement par ce que gagnent les personnages après. On a parlé des caractéristiques souhaitables, on a parlé des compétences, on ne parle pas encore des espèces parce que ça va être vite réglé. Et on va parler en fait de ce qu'on appelle les feats. Alors les feats, vous les connaissez, en fait on pourrait appeler ça aptitude, prouesse. Voilà, c'est de quoi est capable le personnage, c'est les habilités spéciales que souvent vous allez piocher dans les systèmes des 20 classiques. Mais ils ont fait un truc, c'est qu'à l'époque des systèmes 3.5, il y avait la notion de feat et de don. Ils les ont combinés. Et il y a la notion de pouvoir, qui est l'équivalent de la magie, on va dire ça comme ça. Mais eux tous sont hissés au même niveau des capacités, tout en sachant qu'on va te parler de niveau effectif d'adepte, c'est-à-dire le niveau qui va considérer que le niveau du pouvoir que tu vas considérer. Ce qui fait qu'une personne qui est pleinement engagée vers la magie va avoir un niveau d'effectif d'adepte plutôt balèze. Mais par exemple, des modificateurs comme l'espèce ou certains rôles peuvent considérer que le niveau d'effectif d'adepte est différent. Mais les feats et les pouvoirs, étant donné qu'ils sont hissés à peu près au même niveau, puisque la notion de don disparaît, ça fait que certains gains ne peuvent être gagnés que par certains rôles, et c'est là où justement quand tu crées de nouveaux rôles, il faut commencer à se dire, est-ce qu'il peut prendre ci, est-ce qu'il peut prendre ça, et aussi le jeu est assez généreux, puisque des fois, il y a des espèces qui vont venir te rajouter des feats, et ils te disent, si ton espèce te dit que ce feat-là, tu peux le prendre, tu peux le prendre. Et pourquoi c'est aussi efficace? C'est parce qu'en fait, on est dans une espèce de plug and play, ou plutôt pick and plug. C'est-à-dire que tu vas prendre des feats, et les feats ont une compréhension des mécaniques très très
épuré, condensé, efficace. C'est dans l'ADN de ce que fait Green Ronin, du coup. Et grâce à ça, tu as une compréhension de la capacité de ton personnage qui est efficace. C'est un des rares jeux au système D20 à niveau, je précise bien à niveau, parce qu'il y a des systèmes D20 sans niveau, où du niveau 1 au niveau 20, tu as une compréhension totale de ton personnage. Voilà. Et le truc, c'est que quand tu montes de niveau, on te dit, si tu as une classe qui est par exemple liée à la magie, tu peux prendre un feat ou un pouvoir magique, et si ben, tu n'as pas de lien au pouvoir magique, ben, tu prends juste un feat. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que un niveau est égal à un feat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on te dit, ah vas-y, tu prends 3 feats d'un coup. À un moment aussi, tu gagnes des points de caractéristiques par tranche de 6 niveaux, me semble-t-il, qui est plutôt pas mal. Mais en tant que meneur, si jamais tu viens à considérer des choses comme ah oui, est-ce que je peux mettre dans les récompenses, dans les coffres à trésors ou à la fin de l'aventure une potion qui montre les caractéristiques définitivement, est-ce que ça va casser totalement le jeu? Bah si ça reste rare, bah, c'est pas mal. Et les feats c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que si par exemple tu te dis à un moment donné je voudrais donner quelque chose au joueur, le joueur il a performé dans son rôle d'une certaine manière et il a voulu s'engager sur un certain truc. Je veux lui donner un feat en récompense de fin d'arc. Est-ce que je peux? La réponse est oui. Tu as une petite capacité, elle explique ça, 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 ça. Tu te dis ok, je veux ça, je le mets, il est à moi. Et petit à petit, tu mets des trucs. Le seul problème que j'ai avec le jeu, mais qui est facilement patchable, c'est qu'il y a des jeux qui te disent ah oui, tu peux progresser, mais en fait, certains feats, tu peux les stacker, mais ils te demandent par tranche de 4 niveaux. Donc ils retombent dans le vieux travers de la 3.5, ou voire même qu'il est dans le problème de la 3.5. Si vous virez ça, ça ne changera pas grand-chose. Alors, plus tu stacks un feat, souvent, ça va juste mettre des domaines différents. Mais les feats où on te dit, ouais, c'est juste que ton truc, il va être plus puissant, qu'ils le prennent 3 fois, genre par exemple du niveau 1 au niveau 4, il avait envie de prendre un feat, et que il s'est dit, je le prends une fois, je le prends 2 fois, je le prends 3 fois au maximum, ça ne va pas détruire le jeu. Ça ne va pas détruire la campagne. Donc, en plus, le jeu, il est facilement patchable sur ce point-là. Après, pour les pouvoirs, ils fonctionnent différemment, même s'ils sont un équivalent. Comme j'ai expliqué, il y a des feats qui se cumulent. Il y a des feats qui, en fait, tu peux le prendre plusieurs fois, mais ça va juste toucher différents domaines. Et les pouvoirs, c'est une autre mécanique encore. C'est, tu vas prendre un pouvoir. Le pouvoir, c'est pas genre, oui, j'ai la boule de feu, j'ai ceci, j'ai ça. Ça couvre un domaine. Il peut y avoir des interprétations différentes de ce pouvoir. Des fois, il y a des pouvoirs qui n'ont pas beaucoup qui n'ont pas beaucoup d'interprétation, mais en échange, ils sont plutôt efficaces. Donc, la gestion est plutôt équilibrée. Tu vois, tu as une espèce de courbe en abscisse et en ordonnée. Si jamais tu montes, eh ben, ça veut dire vraiment que tu as beaucoup plus de possibilités et tu as beaucoup plus d'interprétations. Et après, si tu pars dans l'horizontalité, tu peux te dire, ouais, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de perspectives, mais par contre, ce que ça va faire, ça va le faire bien. Eh ben, la magie, c'est exactement ça, en fait. Et du coup, tu peux manipuler le feu, tu peux diminuer, par exemple, imagine que tu es furtif et que tu es un personnage, je sais pas moi, une espèce de ce qu'on appelle une lame noire, une dark blade, un night blade plutôt, une lame noire dans les Elder Scrolls. Je prends les Elder Scrolls parce que comme ça tout le monde parle, vous verrez de quoi je parle. Ben, par exemple, tu as un personnage qui utilise la discrétion et la magie, tu as un rôle qui est similaire, ou voire même que tu es multiclassé, un côté magie, un côté discrétion. Tu as un bandit, il est en train de faire sa ronde et puis il a sa torche. Tu peux utiliser ta manipulation du feu pour diminuer l'éclairage des flammes, mais genre de manière très très douce. C'est pas comme le sort ténèbres où c'est vraiment pas subtil. Et puis tu te glisses derrière la personne. Ou par exemple, tu as une flasque d'huile que tu génères une flamme,
Et en fait, tu peux manipuler la flamme en faisant en sorte qu'il ait plus d'intensité, qu'il monte pour pouvoir bloquer un endroit, etc., etc. Ou même, par exemple, la manipulation du froid. Je crois qu'il y a la manipulation du froid, il a ce pouvoir-là. Tu peux utiliser la manipulation du froid pour cryogéniser quelqu'un, pour stabiliser son état. Quand tu vas le décryogéniser, son état va revenir, mais tu seras déjà dans une meilleure disposition pour pouvoir le soigner si tu sors, tu sors tranquille de la situation. Donc, grâce à ça, ça fait que le jeu, il est pas crunchy dans le genre où ça va t'assaillir de contenu. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça fait partie de ces jeux que je considère qui est anti-méta. Anti-méta-jeu, anti-min-maxage. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout couvrir. Et il n'y a pas une équation chiffrée qui va venir te dire « Ah, je vais faire du 10 de dommages. » Monter dans les dommages, c'est faisable. C'est évident. Quand tu prends ton personnage et puis tu as le niveau effectif d'adepte, plus tu es puissant, plus ça va être efficace. Et même pour les jets, par exemple, pour les dégâts des objets comme des armes, les dégâts sont fixes. C'est en gros, pour vous expliquer le système de blessure un petit peu plus efficacement cette fois-ci, tu fais un jet pour toucher, et en fait, quand tu vas toucher, tu peux faire, la personne va faire un test si elle a été blessée. Elle doit faire un test en général quand il s'agit des dégâts, c'est 15, difficulté de 15, plus les dégâts, plus s'il y a caractéristique associée, la caractéristique associée de l'ennemi. Et toi, quand tu vas faire ton test, tu vas lancer ton D20, plus la valeur de protection effective, plus ou moins certains trucs, et pour pouvoir surpasser. Tu réussis le test de blessure, donc ce qu'on appelle le test de dureté, tu ne subis aucun dégât. Tu vas raconter ça, le meneur peut raconter ça de la manière qu'il veut. Par exemple, souvent, il y a un truc qui embête un petit peu les gens qui jouent au système d'éveil, ils se disent « Oui, mais les attaques localisées, c'est chiant parce que ça n'existe pas dans le jeu. » Alors, les attaques localisées n'existent pas souvent dans les systèmes D20 pour une simple et bonne raison, c'est que représenter de manière chiffrée permet de montrer en fait une certaine intensité dans la bataille. Mais si vraiment on devait jouer à base de oui, en fonction de ton dé de vie ou des choses comme ça, moi qui ai déjà réfléchi à des règles comme ça, ou que j'ai déjà vu des règles plus ou moins similaires, quand tu vas commencer à perdre des bras ou des têtes parce que l'adversaire a fait une marge de dégâts beaucoup trop haute, tu vas commencer à te plaindre. Et ce que j'aime bien, c'est que malgré le fait que le livre du guerrier traite justement des blessures à long terme, des cicatrices, des démembrements, etc., etc., ben, le système, comme il fonctionne en degrés d'échec, et des fois degrés d'échec cumulables, c'est-à-dire que tu as le degré d'échec, genre tu as raté le test, et puis en fait, si tu le rates à une marge de 5 points, c'est un deuxième degré, puis troisième degré. Il y a le fait que ça, tu en mets un après l'autre, mais tu peux tous les prendre d'un coup, et quand tu les prends, tu prends plusieurs degrés d'échec d'un coup au sein de la même attaque, ça peut causer des problèmes. Par exemple, si tu te prends 3 degrés d'échec d'un coup, ton personnage est étourdi. Ça saute son tour, ça saute ses manœuvres. Et quand tu prends 3 degrés d'échec en blessure, par exemple en blessure grave, ça fait quand même que tu as -3 à tous tes tests, plus tu ne bouges qu'à la moitié de ton déplacement, possible par tour, par round en fait. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez équilibré. Équilibré, retenez bien ça, c'est équilibré, anti-min-max, avec des possibilités de faire des choses assez folles. Ensuite, il y a aussi le fait que, en matière de progression, tu as un suivi de ta progression, puisque tu n'as pas de long pavé pour t'expliquer un pouvoir. Il y a quelques-uns qui sont assez grands, notamment, que ce soit du côté fit ou du côté pouvoir. Il y a certains trucs qui peuvent venir se rajouter, mais ça dépendra en fait de ce que vous faites. Par exemple, si vous prenez en compte les éléments additionnels des livres de classe, puisque les livres de classe ne t'expliquent pas
comment jouer la classe. Ça te rajoute non seulement des options, mais en plus de ça, ça rajoute deux, trois choses qui n'ont pas été prises en compte dans le livre de base. Par exemple, le livre de l'expert prend en compte les compétences. Mais c'est un système universel. Donc du coup, est-ce que par exemple les possibilités surnaturelles ou magiques est la seule perspective qui existe? Non. Il peut exister aussi des choses qui sont liées à la science, comme des substances, comme les poisons, comme les acides. Ah ben, le livre de l'expert traite de ça, par exemple. Je suis en train de prendre énormément de dispositions en vous parlant de ces trucs, mais tout ça pour vous dire que la gamme fait que la possibilité de jouer énormément de choses variées, ben ça vient pas de nulle part, c'est pas déconnant du tout. Et le jeu anti-min-max, souple, bonne compréhension. Toi, en tant que meneur, si tu veux donner des trucs du genre, oui, t'as réussi un arc et je vous donne un feat, tu peux faire ça. Ou bien mettre par exemple une potion et puis la potion montre une caractéristique définitivement, tu peux le faire aussi. Voilà. Et toutes ces choses-là fait que on est dans l'essence du système des 20, mais sans les gros chiffres, sans la RNG des dégâts, ce qui est très important. Et aussi, je trouve que, narrativement parlant, quand tu racontes le fait que ton personnage, il s'est bel et bien fait toucher, mais que tu as réussi ton test de dureté, la notion même d'un tank, ce que je reprochais aussi à beaucoup de systèmes des 20 et que je reproche au système des 20, pour moi, ce qu'on appelle un tank, même si j'aime pas ce mot parce que c'est trop orienté jeu vidéo, pour moi, c'est pas la vraie définition du tank. Le but du tank, c'est pas forcément de provoquer tes adversaires et d'être devant. C'est que si tu veux faire comme moi et que tu veux faire comme certains jeux où si la personne est à la moitié de son déplacement total possible par round et que t'as un allié qui va se faire toucher, que le mec il se déplace, quitte à prendre des attaques d'opportunité, pour aller défendre son pote et lever son arme, quitte à esquiver le malus de classe d'armure aussi en tentant de protéger, ben au moins tu peux protéger quelqu'un. Et si jamais il a été touché, est-ce qu'il a été blessé? Le truc rebondit sur son armure, il se prend un petit Justine et sa filade qui ne gêne même pas, ou que poussé par l'adrénaline, en fait, il a dévié, il a tenté, il avait déjà légèrement dévié le coup, mais il y a juste une petite trace et c'est tout. Il y a plein de manières de raconter, donc il y a même une approche beaucoup plus narrative de ce qui est posé. Et en matière de vitesse de déplacement, tout ça, ben, la dextérité n'affecte pas la vitesse de déplacement. On peut faire en sorte que oui, mais par défaut, ben, c'est une vitesse de déplacement qui est plutôt fixe. Le seul truc dont j'ai pas parlé, c'est des espèces, mais les espèces, c'est pas compliqué. Ça va rajouter des caractéristiques, ou ça va retirer des caractéristiques. Ça va te donner aussi des feats. Voilà. Et puis ça va donner des dispositions spéciales comme la vision nocturne, nanani, nanana. Ou que le personnage est capable de voler. Après, ils remettent en fait, comme c'est un système qui est ancien, qui date de 2005, je trouve que ils ont incorporé un système qui existait dans les éditions précédentes de D&D, qui est ce qu'on appelle le niveau de lag. C'est-à-dire que les classes ou certaines espèces, parce qu'elles sont extrêmement puissantes et qu'elles ont très peu de contre-coups, elles progressent pas au même niveau que les autres. Elles peuvent avoir des niveaux de retard, mais les niveaux de retard, ça se solde par le fait que il a eu pas mal de capacités avant. Et ça, c'est un truc que traite le livre, qui normalement est le livre du compagnon. Le livre du compagnon, c'est pas trop compliqué à expliquer. Ça te parle de la fantaisie, en long, en large, en travers, tout en étant condensé, efficace, et n'essaie pas de vous perdre. La science-fiction, ça vous explique ça en long, en large, en travers. Le contemporain en long, en large, en travers. L'horreur en long, en large, en travers. Et quand je dis en long, en large, en travers, c'est qu'il vous explique le genre, il vous explique les sous-genres, il vous donne des fois des espèces supplémentaires, il vous parle justement de ça, du niveau de lag, de choses comme la conception d'un rôle, il vous rajoute des éléments de détail
qui sont présents dans certains types de settings, et ça te rajoute des règles supplémentaires, par exemple. Donc, par exemple, la fantaisie, on te rajoute les centaures, et on t'explique, oui, les centaures, ils doivent prendre 4 niveaux de centaures avant de prendre le niveau de rôle héroïque. Puisqu'il faut qu'au lieu de leur mettre un niveau de lag, au début, par exemple, ils ont le coup de sabot, tout ça. Ensuite, il y a d'autres éléments qui vont venir se rajouter, comme des montées de caractéristiques ou des choses comme ça. Et après, tu prends ton niveau de rôle. Et ça, c'est comme c'est l'édition révisée. Cette donnée-là que je vous dis là, elle existe dans le livre de base maintenant. Et après, ça vous parle comme ça vous parle des différents genres et sous-genres, il y a un autre paramètre aussi qui arrive notamment dans la partie de la science-fiction. Il vous parle de tiers. Et quand il vous parle de tiers, c'est qu'il vous parle de tiers de technologie, genre de l'âge de pierre jusqu'à ce qu'on appelle l'âge de la gravité. C'est le type de science-fiction où en fait est tellement dans le futur, il y a des vaisseaux, ils sont alimentés par un soleil ou un trou noir artificiel. Un système à gravité en fait. Et ça vous donne énormément de détails là-dessus. Et puis pour le contemporain, on vous parle du polar, du roman noir, ce genre de choses-là. Donc ce qui fait que le livre, il est quand même pas mal. Ben, on va arriver directement à la conclusion. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais je vais en reparler à nouveau. Comment est né 220 ? 220 est né en fait par une volonté que ils avaient fait un jeu qui s'appelait Blue Rose. C'était la première édition de Blue Rose. Et ce qui s'est passé, c'est que Blue Rose était un univers qui était du romantic fantasy, qui est un dérivé de la high fantasy, où l'adversaire, c'est pas forcément que les forces du bien contre les forces du mal, mais c'est aussi une lutte pour la tolérance. La tolérance ou bien des égards, ou bien des préjudices. Et je trouve que ces thèmes-là, s'ils les ont vraiment traités au début des années 2000, donc avant 2005, ils étaient très en avant sur leur temps, je trouve. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, malheureusement, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, ils sont tombés amoureux du système et pas de l'univers. Et c'est à ce moment-là que, de toute façon, c'est écrit dans la préface. Hein. Et du coup, ils ont décidé de faire un standalone qui est devenu 220. Pourquoi ils appellent ça 220 ? C'est simple. C'est parce qu'ils disaient que on appelle le système de Donjon Dragon le système des 20, mais on n'utilise pas qu'un des 20. On utilise les autres dés aussi. Donc, ils trouvaient plus pertinent que tout se gère au dé 20. Et donc, ils l'ont appelé 220. Voilà pourquoi. Alors, pourquoi je dis que c'est dommage qu'ils ne sont pas tombés amoureux de l'univers, c'est parce que par la suite, ils ont sorti Blue Rose en version System Age, qui est une espèce de Age Fantasy joué dit simplifié, mais joué plus dit que ça aille épurer certaines choses pour laisser une marge d'interprétation et de ne pas avoir ce côté cul entre deux chaises et de vouloir convertir un système D20 en système 3D6 de manière bête. Voilà. Et c'est mon opinion encore dessus, même si le système Age Fantasy a eu une seconde édition qui a changé certaines choses. De toutes les façons, je pourrais dire en conclusion que par rapport au système Age, mais même par rapport à Green Ronin en général, je pense que c'est là, je sais pas si c'est la nuit de noces qui est passée ou juste mon observation est bonne, mais j'ai l'impression que Green Ronin n'a plus, en fait les gens qui travaillent chez Green Ronin, ils n'ont plus cette étincelle où ils voulaient faire autrement, je trouve. 220 te permet, avec le livre de base seul, je pense que tu as l'équivalent de quoi bousser en matière de JDR dessus pour 10 ans de jeu. C'est ce que j'avais dit au départ et c'est ce que je maintiens. Est-ce qu'il est éclaté? Est-ce qu'il est crunchy dans le même sens que des noms? Tu prends ce que j'ai dit pour Mutant Masterminds en disant pourquoi Mutant Masterminds n'est pas crunchy. Tu peux l'appliquer à 220. Mais sauf que 220, comme il a encore un pied
dans la 3.5. C'est vrai que la marge de connaissance des feats et comme les feats sont vraiment détaillés, ça tend un peu vers le crunchy, juste un peu. Est-ce que son successeur a fait du bon travail? C'est-à-dire, est-ce que le système Age est un bon successeur? Alors, moi qui utilise beaucoup le système Age Bros, qui est une espèce de Fantasy Age, mais en épuré. Ça a été très efficace, je peux créer énormément de choses dessus, il n'y a pas de souci. Fantasy Age, c'est un peu plus détaillé, mais je trouve que c'est quand même artificiel, c'est-à-dire qu'à ce point-là, autant faire du système des 20, en vrai. Voilà. Modern Age. Je dirais que Modern Age, c'est peut-être le meilleur candidat, le candidat le plus sincère et qui se rapproche le plus de True 20, parce qu'il prend en compte la fantasy et les autres genres. Le seul truc qui ne couvre pas, c'est le space opéra. Et c'est bien pour ça que je trouve que, justement, True 20 a encore de belles années devant lui, et que même s'il a eu un successeur, il n'a pas eu de successeur sur toutes les choses qu'il couvrait. Ensuite, un autre truc qui me fait voir aussi que peut-être que la nuit de noces s'est passée, c'est que ils avaient tendance à s'éloigner de Donjons et Dragons pour faire certains trucs dans les mécaniques. Et récemment, avec la 4e édition de Mutant Mastermind qui va sortir, où ils se rapprochent vraiment de Donjons et Dragons, pas forcément pour des choses tellement artificielles que n'importe quel meneur de jeu qui a déjà joué à la 5e édition pourrait rajouter sans que eux aient besoin de l'ajouter. Et pour la quantité de livres qu'on aurait pu faire en continuant la 3e édition de Mutant Mastermind, j'ai l'impression qu'ils reviennent la queue entre les jambes envers les systèmes de Donjons et Dragons. Je trouve. Voilà. Et il y a des preuves de ça, c'est-à-dire déjà les règles qui sont amorcées pour la 4e édition de Mutant Mastermind, le fait que le système Age, depuis... depuis... Je dirais, même s'il y a une seconde édition de Fantasy Age, les autres jeux Age n'ont pas vraiment eu de trucs transcendants. Par exemple, il y a eu The Expanse. Ils ont mis des règles de space opéra pour les vaisseaux et des trucs comme ça, mais c'est beaucoup trop narratif pour ce type de mécaniques qui sont très scorées, je trouve. Alors que c'est peut-être un des moins scorés des simili systèmes d'Eva, on va être d'accord. Hein. Mais trop narratif. Et en fait, narratif à une échelle superficielle, je trouve. Ce qui fait que moi qui adore le space opéra ou la science-fiction, je n'irai pas vers The Expanse. Et les autres livres qui sont sortis aux alentours du système Age l'utilisent de manière très légère, comme si c'était un Fantasy Age 2e édition, voire même parfois premier. Donc je trouve ça bien dommage. Donc pour moi, True 20, dites-vous que ça, je vous dis ça à guise de conclusion, mais c'est un processus qui s'est fait naturellement. J'ai eu True 20 dans les mains, j'ai eu du mal à le comprendre. J'ai eu Mutant Masterminds dans les mains, j'ai mieux compris True 20 à ce moment-là. Puis ensuite, j'ai découvert Age Blue Rose qui est devenu mon jeu de cœur, ce qui fait que c'est un des rares jeux de Green Ronin que j'ai en physique. Voilà. Puis j'ai découvert, j'ai vu Age Blue Rose et je l'ai eu entre les mains. Malheureusement, j'ai eu des joueurs qui étaient pas forcément disponibles à ce moment-là pour vraiment l'explorer ou qui n'avaient pas nécessairement beaucoup envie de l'explorer. Pourtant, il y a eu des exceptions, comme par exemple quand j'ai fait un one-shot sur le monde dans le monde de The Elder Scrolls avec mes règles, où franchement, les gens ont passé un bon moment, ils ont senti l'essence de The Elder Scrolls, donc ouais, j'ai pas fait n'importe quoi. Et puis après, je suis tourné progressivement vers True 20 parce que j'ai commencé à avoir le potentiel. J'en avais un petit peu marre des systèmes où il y a trop de scores, ou trop de min-maxage ou des choses comme ça, alors que je jouais pas tellement à ces jeux-là. Et puis je me suis dit, j'avais envie de choses qui étaient ultra permissives, ce qui fait que c'est assez paradoxal, mais énormément de jeux que j'ai qui sont permissifs sont des systèmes génériques, mais ils font chacun leurs choses différemment, et ce que je peux reprocher à l'essence générale de certains systèmes, ils les ont corrigés, ou ils ont fait autrement. Ce qui fait que True 20 est un candidat sérieux, une gamme finie, ce qui fait que tu prends toute la gamme, c'est ce que j'avais fait à l'époque, au total, toute la gamme, ça m'a fait quoi
presque 80 balles, sans aucun problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je peux y jouer, je peux créer des trucs, je peux créer des trucs dans mon coin. Si j'ai peur, par exemple, d'oublier certaines notions, ou je veux inventer certaines notions pour le système 220, ben je note en quelque part, je le range en quelque part. Ce qui fait que si par exemple quelqu'un me dit oui, je veux jouer à 220, mais inventer des trucs, comment ça se fait? Oui. Et ça, je le fais déjà aussi pour la troisième édition de Mutant Masterminds, par exemple. Ce qui fait que les deux, Mutant Masterminds et 220, je peux les hisser au même niveau. Et chacun, je les aimerais pour des raisons différentes. C'est pour ça que pour moi, c'est difficile de mettre une note, parce que je rappelle que quand j'ai mis des données là, c'est des données. Ce n'est pas une échelle, on va dire, avec un plafond ou quoi que ce soit. C'est juste des niveaux de recommandation, je le rappelle. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux lectures holistiques, ben, avec le fait de sa rejouabilité, des choses que ça change et aussi par le livre de setting, on t'explique comment modifier un setting ou de créer des concepts pour pouvoir faire rentrer le tout, ben ça fonctionne. Tout ça mêlé avec une certaine permissivité qui ne va pas casser le jeu. Il n'y a pas de « Ah, j'ai donné l'occasion de donner un feat à quelqu'un et le feat va casser le jeu ». Ça ne peut pas arriver en fait. Voilà. Tu peux donner des feats. Tu peux essayer de donner des points définitifs dans des caractéristiques si tu en ressens le besoin. On te dit juste que naturellement, aller au-delà de 5 est extrêmement difficile. Et tu sais que 5 dans une caractéristique pour n'importe quelle créature, ou au-dessus, c'est quelque chose qui demande un long process. Donc une fois que tu suis ces lignes de guide et de ce que dit le jeu, le livre du compagnon et le livre de base, puisque vous avez les deux dans l'édition révisée, ben je trouve que ça fait amplement le travail. Donc, à qui je recommande 220? En vrai, il y a plusieurs écoles. Si vous êtes autour du système des 20, c'est-à-dire que vous êtes vraiment engagé au système des 20, vous considérez que le système des 20, il est génial. Vous voulez un candidat où en fait vous en avez marre des chiffres et qu'il y a moyen de lisser, de refermer les choses, même si ils ont des parties, des sections, ils te disent dans certains livres, ah oui, voici comment on fait l'équivalent pour l'équivalent de Donjons et Dragons, etc., etc. Vaut mieux laisser les pouvoirs tels quels. Et il y a bel et bien un moyen de prendre par exemple plusieurs pouvoirs. Tu sens qu'ils sont autour d'une même thématique dans Donjons et Dragons et les adapter pour créer quelque chose d'autre. Sauf que je pense que c'est une manœuvre qui, si tu es un meneur de jeu et seulement un meneur de jeu, avec une notion de direction, de prendre des choses, donc du plug and play, tu prends les trucs et tu les mets, ça va être difficile pour toi de créer des nouveaux pouvoirs. C'est peut-être pour ça que je devrais faire de mon côté de l'écran pour vous montrer, par exemple, on va prendre des pouvoirs qui se trouvent dans certains livres et on va essayer de les adapter pour 220. Ça, c'est un contenu que je voudrais vraiment faire dans l'avenir. Encore une fois, je laisse des pistes pour que mon moi du futur, il puisse l'avoir. Donc si vraiment vous aimez le système des 20 et vous n'avez pas envie de décrocher, mais que vous voulez quelque chose en fait qui est beaucoup moins de chiffres, les données des mécaniques de capacité spéciale ou de pouvoir sont beaucoup plus condensées, beaucoup plus efficaces, tout en sachant que je rappelle encore une fois que le jeu il est en anglais, bah, évidemment le jeu il est carrément fait pour vous. Et en plus de ça, mettre des concepts de différents genres, des choses comme ça, il y a des propositions. Tu peux lire le livre, tu vas, tu reviens, comme sur un système générique, tu fais ce que tu veux, tu peux revenir là-dedans, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le système des 20, à qui je le recommande? Je le recommande aux gens qui n'ont pas forcément envie d'acheter des masses de jeux de rôle. Je sais que c'est contre-intuitif avec le regard moderne que les gens ont vis-à-vis du jeu de rôle. C'est-à-dire que les jeunes joueurs, les jeunes meneurs de jeu, ils veulent s'essayer à beaucoup de jeux. Mais, si tu veux, c'est cette question de est-ce que ce jeu-là, tu l'emporterais avec toi sur une île? Je pense que ce jeu-là, tu peux l'emporter avec toi sur une île. Il y a le potentiel. Tu as les rôles, tu as l'explication de comment tu construis un rôle, le système qui te permet de concevoir un rôle est très très efficace, donc tu ne fais pas n'importe quoi non plus. Tu as une sélection du bestiaire qui est plutôt classique et qui est pas mal. Les pouvoirs,
il y en a quelques-uns, et en fait, quand tu comprends comment tu fais un pouvoir et comment tu l'imagines, comme il y a moins de chiffres, ou que les chiffres sont alignés sur le niveau d'effectif d'adeptes, ou sur des scores en particulier, c'est très facile à suivre. Il est généreux dans le gain des compétences, mais je dirais que ça c'est le propre du système 3.5 à donner beaucoup de points de compétences. Ensuite, les habilités cœur, les propositions de campagne, les propositions de genre, l'explication aussi d'un genre, parce que c'est une chose, et c'est quelque chose que j'expliquais dans le livre de No Prep Game Master que j'avais fait récemment, c'est tu dois faire un minimum de travail dans la non-préparation, mais il y a toujours un rapport à la culture quand tu viens à venir préparer des parties. C'est pas quand tu viens à aller chercher des informations, c'est normal que tu fasses de la préparation. Sauf que si les choses ne sont pas mâchées ou que tu dois essayer de comprendre une interprétation de quelque chose qui t'est exposé, c'est compliqué. Donc, quand tu as un livre qui t'explique qu'est-ce que la fantaisie, quels sont les sous-genres, quelle est la différence entre la fantaisie et le fantastique, normalement, ça s'apprend. À mon époque, je suis vieux. Ah, je l'ai senti. J'ai dit, à mon époque, c'est bon. Mon cerveau m'a dit, t'es vieux. Voilà. À mon époque, on expliquait dès le collège la différence entre la fantaisie et le fantastique. Mais c'est vrai qu'on ne parlait pas des genres et des sous-genres. C'est fait. La science-fiction, pareil. Le space opéra, pareil. Le contemporain, il y a des choses qui sont lises. Voilà. À qui je ne recommande pas 220. Tous les livres dont je parle par défaut sont en anglais. Très peu sont en français, et quand ils sont en français, je le dis. Donc, je pense que je vais arrêter de mettre en avant la barrière de la langue. Au bout d'un moment, ça va. On va dire ça comme ça. Donc, à qui je recommande pas 220? Les gens qui ont la fatigue du système des 20. Il y a un truc chez les joueurs et chez les meneurs de jeu, dans un fétichisme de l'objet. Ils veulent lancer plein de dés et ils veulent lancer plein de dés différents. 220, c'est un seul dé. Ça a l'air d'être un argument bateau, hein, pas possible, hein. Mais c'est un argument quand même. Donc je dirais, si tu veux lancer plusieurs dés, le jeu n'est pas fait pour toi. Après, si tu es le genre de meneur de jeu qui a peur, par exemple, que comme les dégâts sont fixes, que les dégâts soient trop forts, comme c'est pas une notion en fait de point de vie, t'inquiète pas, c'est bien équilibré, c'est bien ajusté. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais si tu es dans la quête de lancer les dés, tu vas devoir le faire. Hein. Pour les tests de compétences, pour les capacités, pour le combat. Mais ça veut pas dire que tu lances plus de jets de dés que dans certains jeux. Je pense même que dans un sens où, comme ils sont généreux, c'est la Sun 3.5, donc ils sont généreux dans les points de compétences donnés, prendre 10 comme résultat ou prendre 20 comme résultat s'il y a possibilité, c'est quelque chose qui est carrément encadrable. C'est facile à faire. Voilà. Donc, voilà. Je dirais juste aussi que si tu es quelqu'un... Je pense qu'il y a un truc qui va c'est pas tellement la destination des meneurs de jeu, c'est plus la destination des joueurs. Les gens aiment le min-maxage parce que ils veulent faire leur équation de l'apocalypse pour pouvoir être surpuissants. Mais si vous voulez partir dans de l'escalade de puissance, c'est pas le bon jeu pour ça. Si vous êtes le genre de... vos joueurs vont peut-être même détester ce jeu pour ça. Ils vont dire, ouais, je veux faire quelque chose de plus... Quelque chose qui est broken dans les jeux anti-méta, c'est pas la même définition que dans les jeux où il y a du méta-jeu min-maxage. Il faudrait peut-être que je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Ça me rappelle un joueur dans Mutant Masterminds. Parce que 220, c'est un système... Mutant Masterminds, c'est le système 220. Dans Mutant Masterminds, il y a un des joueurs que j'ai eu. Il avait fait un personnage où il avait des pouvoirs, mais il en avait très très peu. Mais il était très fort en arts martiaux. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il y avait des sbires, il y avait beaucoup de sbires. La notion de sbire est identique dans le Masterminds que dans 220. Qui fait que ils étaient entourés d'ennemis.
c'était une scène typique de Tokusatsu. C'était dans une usine, tout ça, les gars sont en train de se battre, il y a des gens derrière des barils, ils ont des armes, ils ont des guns, ils ont des épées, ils ont des dagues. Et ben du coup, le mec, il avait pris une sélection de feats, pas de feats, mais de pouvoirs ou de capacités spéciales ou d'avantages, puisque les avantages comptent comme des feats. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé vers un adversaire, c'est un sbire. Il a saisi l'adversaire. Il avait une capacité que, quand il saisit un adversaire, il le pousse automatiquement à faire son test de dureté. Ou plutôt le test pour se dégager. S'il rate le test pour se dégager, il fait un test de dégâts. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez les films de Steven Seagal? C'est exactement ça. Mais en vraiment, c'est genre vraiment, il sait se battre. Tu vois, c'est pas Steven Seagal. Il sait vraiment se battre. Il prenait un personnage, il le saisissait. Ça le poussait à faire le test de dégâts. Il ratait le test de dégâts. Le personnage tombait inconscient. Sauf que c'est un sbire. Et tu as une capacité qui s'appelle takedown. Quand tu arrives à battre un adversaire, si tu peux aller dans la moitié de ton déplacement classique, pas avec tes super pouvoirs, mais ton déplacement classique, s'il y a un adversaire dans l'équivalent de la moitié de ton déplacement possible par round, tu peux aller vers lui et renchaîner. Et du coup, sbire, tac, clac, raté, tac, clac, raté. Il avait, normalement, l'économie d'action, c'est 2 actions, sauf que moi, je prends toujours, tous les systèmes, je les liste toujours autour d'une économie de 3 actions pour les systèmes des 20. Clac, les gars, ils tombaient comme des mouches. Et si jamais ils survivaient au fait d'avoir résisté au test de dégâts, ben quand c'est le début de leur round, ils doivent encore refaire le test. Et ça faisait que les choses se passaient plutôt bien pour lui, et c'était broken dans le sens où tu sentais vraiment la puissance du personnage. Mais est-ce que ça cassait le jeu? Non. Est-ce que ça m'a posé problème? Non. C'était génial. Parce que, en fait, comme tout est chiffré, tout est lissé et que tu ne peux pas tout couvrir, tu peux tenter de chercher des capacités qui vont s'imbriquer avec d'autres choses, d'autres manœuvres que tu penses faire. Et quand tu les cumules, ça donne une identité à ton personnage. Son personnage était balèze comme pas possible parce que c'était difficile de se dégager. Il avait fait en sorte de gagner des avantages où se dégager, ben, la personne avait un échec, comment ça s'appelle, des circonstances négatives majeures qui empêchaient que la personne se dégage facilement de sa prise. Et le seul truc, c'est qu'on se dit, oui, mais si jamais il a besoin de se déplacer, ben, il avait une capacité que il peut se déplacer avec quelqu'un pendant une prise. Et du coup, ça faisait que son personnage était extrêmement fort. Il n'avait pas des masses de pouvoir surpuissant de machin, mais il était tanky. Et il était fort en lutte. Et ça suffisait. C'est ce genre de choses-là qui montre en fait à quel point les choses sont pas mal. Et c'est très intéressant en matière de données, parce que les données sont assainies. C'est pas compliqué. Mais narrativement parlant, tu peux vraiment donner aux joueurs, en fonction des réussites, des échecs ou de la manière dont tu le justifies, tu peux aller encore plus loin. Parce qu'il n'y a pas les chiffres qui vont dire à quel point tu sens qu'il y a une dynamique qui est un peu différente en fait. C'est comme si, dans les systèmes normaux, quand tu fais des dégâts élevés et que tu as fait les scores les plus élevés possibles sur les valeurs de dés, tu sens qu'il y a une espèce de domination de l'action. Mais quand tu es à des échelles de réussite et d'échec, ça explique un peu comment ça se passe. Et comme il y a de la résistance de round à round et que par exemple, il y a vraiment de la friction, tu peux vraiment animer cette opposition sans minimiser ni les joueurs ni les PNJ. Et c'est ça qui fait que True 20, c'est un jeu que j'adore. Voilà.
Ben, je crois que je vous ai tout dit. Si je continue comme ça pendant 1 heure, ça va pas suffire. Enfin, ça va pas suffire non plus à vous dire qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Donc, on va se retrouver incessamment sous peu pour parler des autres livres de la gamme. Je vais commencer par les livres de classe, ça va être beaucoup mieux. Ceux qui ont déjà fait du Tour 20, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en souhaitant que ça vous ait plu. Probablement que je vais mettre un lien, puisque des fois ça arrive que j'oublie de mettre le lien, mais je vais mettre le lien en description pour vous dire où j'ai trouvé le jeu. Et voilà. Après, pour ceux qui, par exemple, voudraient les jeux en physique, alors je sais que Drive-Thru, c'est un peu compliqué vers l'Europe, mais il y a certains magasins de jeux de société en France, je crois que notamment, comment ça s'appelle, Black Book Edition, il y a moyen peut-être de regarder s'ils n'ont pas les livres. Je crois qu'à une époque, j'avais vu les livres de base et pas mal de livres là-bas. Donc, je vais essayer de me renseigner, on va voir. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos, en souhaitant que ça vous ait plu, et à la prochaine fois. Salut à tous.